Bonjour à tous. Ah, ah. 1, 2, 3. Un, deux, trois. A. Là. Hello, hello. Bonjour à tous. Merci de votre participation à cette table ronde Tech et Santé, un nouveau modèle de formation pour les professionnels de la santé. Alors, on va parler de tous ces gens qu'on va former, professionnels, mais aussi nouvelles professions, donc les métiers qu'on connaît et ceux qu'on connaît un peu moins. Alors, comment vont évoluer les formations des professionnels de santé dans un monde de plus en plus tech? Évidemment, on pense tous à l'IA qui nous envahit de plus en plus. Et dans la santé, il y a des potentialités très intéressantes, les objets connectés, autant de services potentiellement au service des professionnels de santé. Comment vont-ils les embarquer? Comment vont-ils les exploiter? Comment en faire des vrais leviers pour améliorer les conditions de travail, voire fidéliser les équipes de santé? Ce sont des sujets très concrets qu'on va adresser ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Guillaume Assier, endocrinologue, directeur de la chaire IA et santé de l'Université de Paris-Cité. Hello Guillaume. Bernard Maffressinet, président de la commission formation et sanitaire et sociale en PACA. Merci d'être là. Fabien Guèze, médecin cardiologue et journaliste sur BFM TV. Merci Fabien d'être là et je sais que voilà, tu n'as pas forcément l'habitude d'être dans ce rôle-là. Voilà, on a plus l'habitude de te voir interviewer. Voilà. Donc c'est sympa de ta part de t'être prêté à cet exercice-là. Voilà. Et puis le docteur Bernard Castells, qui est praticien hospitalier, entrepreneur, qui est au CHR d'Orléans, mais il a sévi dans plein d'endroits. Il a une grosse expérience sur ces sujets-là. Alors Fabien, il y a véritablement un enjeu agrégé de la formation pour les professionnels de santé, sinon ils n'ont pas trop le temps de se former. C'est vraiment un constat que tu partages, parce que toi tu es à la fois un éminent expert de ces sujets-là, mais tu es aussi un médecin. Oui, donc Oui, bonjour. Ça marche, oui, ça marche. Oui, donc je suis... Merci David déjà de m'inviter. C'est vrai que je suis... j'ai l'émission Check-up Santé sur BFM, mais 80% de mon activité, c'est la cardiologie. Je suis installé à Paris, dans la partie ouest de Paris. Je pourrais dire 16e, mais on va me mettre une étiquette après. Et je suis aussi à Ambroise-Paré. Voilà, et donc c'est vrai que de par mes deux fonctions, je suis un petit peu des deux côtés de la caméra. C'est ça. Et je m'aperçois, donc le constat, c'est que la formation que l'on a, c'est une formation qui est complètement éclatée. Et c'est vrai que le médecin qui n'a pas beaucoup de temps, quand il y a des formations à droite, à gauche, dans tous les sens, il va nulle part. La deuxième chose, c'est qu'on a depuis quelques années l'Agence nationale du DPC, du développement professionnel continu, qui donc nous permet de certifier nos diplômes. On devrait faire comme les pays anglo-saxons qui le font depuis des années. Quand vous vous abonnez à des revues, quand vous suivez des conférences, quand vous allez à des soirées médicales scientifiques, vous avez des points et au bout de tant d'années, 3 ans, 5 ans, si vous avez le nombre de points, vous pouvez continuer à pratiquer, sinon vous ne pratiquez plus. Sauf qu'en France, je dis toujours que c'est le syndrome Astérix, c'est obligatoire mais pas sanctionné. Donc très bizarre. Donc ça marche moyennement. Donc ça marche très moyennement. Et c'est vrai que jusqu'à il y a une petite dizaine d'années,
la formation des médecins était quasi exclusivement faite par l'industrie pharma. Donc c'était de la formation présentielle. On est passé maintenant d'un extrême à l'autre, donc l'industrie n'est plus là. Heureusement, les nouvelles technologies sont arrivées, notamment la e-formation qui compense un petit peu, bien sûr, qui devrait rester complémentaire de la formation présentielle, mais qui devrait normalement nous faire bien avancer. Donc le sujet, c'est de donner envie de suivre ces formations. Du coup, Bernard, toi, tu as mis en place plein de projets territoriaux à large échelle. Donc du coup, tu as été confronté à ces enjeux d'accompagner tous ces professionnels dans l'hôpital et en dehors. Donc tu agis sur quel type de sujet, projet, environnement? Alors pour tout dire, on a surtout subi la vague, c'est-à-dire qu'à partir de 2016-2017, un grand tam-tam médiatique autour de l'IA qui va révolutionner la médecine, qui va supprimer 40% des médecins et qui va apporter toutes les solutions dont on rêvait depuis tout le temps. Donc tu as dû être bien reçu par les professionnels de santé. Pardon ? Tu as dû être bien reçu par les professionnels de santé. C'est ça. Donc du coup, évidemment, on a quand même démystifié tout ça. Et aujourd'hui, on a une problématique qui consiste à savoir à quel niveau de culture sont les professionnels en matière de numérique ou en matière de gestion des données, par exemple, et des données qui s'échangent entre eux. Parce que qui dit coordination entre les professionnels, différents types de professionnels, dit qu'on se passe un minimum de données qui ont un minimum de signification pour chacun dans sa pratique. Et donc, il y a toute une chaîne. Alors, elle peut être verticalisée à l'intérieur d'un hôpital et dans une spécialité, mais elle peut être aussi transversale sur un territoire jusqu'au patient à la maison qui va se peser, qui va avoir son holter, etc. etc. Donc, ça fait à peu près 5 à 7 ans que j'annonce le terme de acculturation, priorité à l'acculturation, donc à la formation. Tu observes également qu'il faut une sorte d'interopérabilité dans la formation. C'est un gros mot simplement pour dire quelque part il faut créer des TikTok ou des Insta de la formation. Pourquoi ? Parce qu'on a un phénomène sociétal qui est général et où les individus se reconnaissent dans des communautés. Alors, ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qui se produit. Donc, la question de ces formations et de cette acculturation, pour des individus qui ne se voient pas forcément, qui sont éloignés, y compris géographiquement, c'est de trouver des espaces dans lesquels leurs propres pratiques prennent un sens par rapport à leur pairs. Si je suis infirmière, j'ai besoin de savoir comment les infirmières travaillent, mais j'ai aussi besoin de savoir ce qu'en pense le kiné, le médecin, etc. etc. Et si je n'ai pas la chance d'avoir tous ces gens-là autour de moi, notamment en matière de coordination pour le parcours du patient, alors je dois me référer à quelque chose qui est de l'ordre. Alors moi je dis TikTok, Instagram, je pense que c'est un modèle que tout le monde connaît aujourd'hui et qui pourrait, à mon avis, prospérer dans un premier temps d'acculturation pour laisser les gens rentrer dans la dynamique. Oui, parce que sinon le professionnel de santé, il n'a pas trop le temps de rentrer dedans en fait. C'est un peu ton expérience. Et du coup, Bertrand, ça c'est votre rôle que de soutenir la formation en territoire. Donc là, on a évoqué ce point-là avec Bernard. Ça revient aussi à identifier les besoins du territoire. Ils sont très spécifiques à chaque fois, en fonction de la configuration des professionnels de santé, de l'implantation des cliniques, des hôpitaux, etc. Donc le besoin n'est pas le même et j'imagine que le besoin de formation n'est pas le même. Comment on s'y prend, du coup, dans une région pour adresser ce sujet-là ? Bien. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je représente la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis élu à la fois conseiller municipal d'un charmant petit village, Cassis, en bord de mer, et conseiller régional donc, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dans mon rôle d'élu, je suis en charge de piloter les formations sanitaires et sociales au sein de la région. Il faut savoir que ce sont des compétences déléguées complètement par l'État. Ce n'est pas du tout l'État qui gère ça, ce sont les régions qui à la fois financent et agréent les instituts de formation partout en France. Et donc, à ce titre-là, évidemment, on a notre mot à dire sur à la fois le recrutement et la qualité des formations dans les territoires. Et c'est vrai qu'on est frappé par l'impact du numérique. Alors, déjà, dès l'accès aux formations, dans la sélection, maintenant on a Parcoursup,
et c'est quelque part une numérisation de la sélection des étudiants. Et puis après, tout au long de leur formation, l'impact des e-formations, depuis notamment le Covid, a été de plus en plus important. Et donc nous, évidemment, en tant qu'acteur régional, financeur, eh bien, on met des moyens sur la table pour faire en sorte que ces formations soient accessibles aux étudiants en santé. Et un des sujets qui nous préoccupe, c'est de les acculturer, comme vous le dites, aux sujets digitaux, aux sujets qui parfois les inquiètent, toute la gestion des data, de l'intelligence artificielle. Donc on a besoin, là, en effet, de faire rentrer ces formations-là au sein des instituts. Alors ça, c'est un sujet intéressant. Mais du coup, comment on les fait rentrer, on les fait rester? Parce que ce n'est pas le tout de les faire rentrer. Comment est-ce qu'on va les fidéliser? S'ils viennent qu'une fois et qu'ils ne reviennent pas, ils n'ont pas le temps de se former. Enfin, en tout cas, pas dans la médecine, j'imagine. Du coup, beaucoup de gens ne suivent pas forcément ce type de démarche jusqu'au bout. Comment on s'y prend? Moi, j'ai l'impression que vous m'aviez évoqué l'idée qu'il y avait quand même 3 types de générations, 3 types de profils, et qu'ils avaient des comportements assez différents finalement. Oui, alors je pense qu'on l'a... Je suis médecin par ailleurs, médecin anesthésiste réanimateur, et on l'a tous vécu. Il y a la génération la plus ancienne qui était complètement réfractaire à tout ce qui est digital ou informatique. C'était le papier, la clinique, etc. Et toute cette modernité-là était en dehors, en tout cas, de leur appétence. Il y a une génération intermédiaire, je me situe un peu là-dedans, où on a vu arriver évidemment l'impact de l'informatisation, etc. Et il y avait quand même une crainte parmi cette génération-là. On a vu apparaître au sein des services des médecins geeks un peu. Souvent, les médecins avaient la volonté, ils n'étaient pas complètement idiots, certains étaient un peu amateurs d'informatique, et ils avaient l'envie dans leurs services, dans leurs unités, de développer des logiciels, mais fait maison, en quelque sorte. C'était de l'Excel amélioré, on va dire, mais de garder la main là-dessus. Or, aujourd'hui, les dernières générations sont beaucoup plus habituées à utiliser des outils qui viennent de l'industrie. On le voit avec Doctolib, typiquement dans la prise de rendez-vous, on voit à quel point ça a envahi le champ médical et sanitaire. Donc les générations d'aujourd'hui sont très ouvertes, beaucoup plus que les anciennes, à la digitalisation et clairement aussi aux formations par e-learning, en distanciel, à tout ce que éventuellement on peut leur proposer aujourd'hui et tout ce qui peut leur faciliter la vie. Et c'est là qu'on rebondit sur la gestion des data, de l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a quand même une crainte. Ce qu'on ne connaît pas, on le craint. Et d'où l'intérêt en fac de médecine et aussi dans l'institut de formation de, comme vous le dites, vous utilisez ce mot, de les acculturer à ces sujets-là, la digitalisation, l'informatisation, la gestion des data. Oui, puis vous me disiez aussi que on ne doit pas vivre ça comme une corvée finalement, ce sujet du digital. Donc pour ne pas le vivre comme une corvée, il faut que ça reste simple. Alors les professionnels de santé sont appétents au digital, à l'IA, à la santé. Alors toi, tu as monté un DU, Guillaume, il y a quelques années, le premier en France sur ce sujet, sur l'IA et la santé. Donc voilà, on en parle tous aujourd'hui, mais je me rappelle, il y a quand même quelques années, on en parlait quand même beaucoup moins tous. Donc tu as été quand même en première ligne. C'est vraiment un sujet qui marche, l'idée de monter un DU en IA et santé, ça a fonctionné? Oui, alors ce qui a été assez apprécié, c'était la vision d'emblée interdisciplinaire, c'est-à-dire avec la conceptualisation de 3 axes qui sont indissociables pour faire tourner l'IA, qui est évidemment l'axe tech, donc maths info, l'axe santé, j'allais dire évidemment, et le 3e axe, c'est tout ce qui est éthique, légal, entrepreneuriat, et qui est tout aussi indispensable. Et on ne peut pas envisager une solution d'IA s'il n'y a pas une solution de financement derrière, par exemple. Ou alors, on ne peut pas envisager partager des données si on n'est pas au courant des règles. Et donc, on a mis en œuvre une formation qui apporte ces 3 visions, qui recrute un public venant de ces 3 origines. Et la moitié de leur temps, le job, c'est qu'ils apprennent à se parler entre eux. Et c'est assez drôle, parce que si on a par exemple le problème de la régression, qui est un outil de base pour le machine learning en mode simple, le mathématicien est convaincu que tout le monde sait ce que c'est, que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, ça, c'est clair. Le médecin croit savoir, mais en fait, il ne sait pas tout. Et l'avocat, il se dit, qu'est-ce que je fous là ?
Et finalement, cette conscience, cette prise de conscience des positionnements de chacun entre eux, quand ils ont vu comment l'autre réagit, ça permet d'établir la discussion et on peut avancer à ce moment-là sur la régression. Et finalement, là, on retrouve les 3 composantes. Ça, c'est vraiment le retour d'expérience, parce que ça fait des années que ça a été lancé. C'est un DU, donc c'est un diplôme universitaire en faculté de médecine. Donc, ça fait partie potentiellement d'un parcours diplômant dans la professionnalisation vers un métier de santé. Et alors là, du coup, tu as eu beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits sur un... Oui, on a des promotions qu'on garde assez réduites pour qu'il puisse y avoir ce temps d'échange en groupe avec des profils différents que nous mélangeons, on contrôle les groupes. Et ils adressent soit des travaux pratiques derrière un ordinateur, soit des cas d'usage. Par exemple, vous êtes investisseur dans un fonds d'investissement, vous avez telle start-up et ils vont avoir 3 ou 4 questions à traiter pour savoir s'il faut mettre les billes là-dedans ou pas. Et donc le groupe est composé de mathématiciens, avocats, soignants. Et évidemment, ils n'ont pas du tout la même façon de voir les problèmes. Et ils arrivent à se parler ensemble. Tu as réussi à trouver le traducteur en ligne pour les faire et donc ils retirent de cette formation, je dirais, un atterrissage par rapport à l'IA, c'est-à-dire au-delà des fantasmes. C'est quoi en vrai, c'est quoi l'écosystème et comment on se positionne. Donc il y a des gens qui cherchent des apprenants qui cherchent cette vision un peu plus précise, et puis il y en a d'autres qui sont dans une logique de monter leur boîte ou qui ont une perspective dans le monde de l'IA et qui se servent donc de cette formation pour rencontrer du monde et avoir une vision juste du paysage. Oui, et là du coup, je vais le souligner parce que c'est un point qui est intéressant. L'Université de Paris-Cité s'est engagée très tôt dans ce DU IA et santé. Je vais me faire le porte-parole du doyen de l'Université de Paris-Cité qui n'a pas pu être là finalement aujourd'hui pour une contrainte. Et du coup, il m'a demandé aussi de relayer ce message, d'autant plus facilement que je le connais bien. L'Université de Paris-Cité a lancé un projet qui s'appelle DigiHealth Paris-Cité, qui est labellisé France 2030 et qui vise à former 33 000 professionnels de santé à l'usage du numérique et digital. Donc, ce que vous avez fait en pionnier il y a quelques années, maintenant, d'une certaine manière, l'Université de Paris-Cité est en train de le généraliser à l'ensemble des filières, que ce soit médecins, kinés, infirmiers, odonto, pharmaciens. Donc, ils vont tous avoir un programme de formation au digital intégré dans leur formation, de manière assez significative, en partenariat d'ailleurs public-privé, avec des acteurs comme la région Île-de-France, avec CGDIM Santé, avec des startups, avec tout un ensemble d'acteurs pour finalement amener cette technologie digitale au plus près des pratiques de ces professionnels. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Université de Paris-Cité va travailler sur la formation continue. Ça va s'adresser à des professionnels qui sont en poste dans des cursus qui sont diplômants. Donc finalement, là où vous avez ouvert la voie avec ces DU il y a quelques années, on se rend compte que maintenant on rentre dans une nouvelle ère, une ère de massification, de généralisation de ces pratiques à l'ensemble des professionnels de santé. Donc 33 000 professionnels de santé en 5 ans, c'est beaucoup. Mais alors du coup, comment on fait ça, Fabien? Parce que toi, tu es aussi un des partenaires. Pourquoi tu es partenaire de ce programme? Parce que force, et je rebondis un petit peu ce que tu disais, force est de constater que ces nouvelles technologies de formation et d'information, elles sont là depuis une petite dizaine d'années. Sauf que quand je regarde, à l'hôpital, je regarde mes internes, pour l'instant, personne n'en profite. Donc il était temps justement que cette formation arrive, personne n'en profite. Je me rappelle que quand j'étais en première année, c'est-à-dire en 1852, j'ai étudié l'anatomie sur des dessins écrits à la main, alors que maintenant, les étudiants pourraient utiliser la réalité virtuelle, la 3D, etc. Ce qui permettrait aux étudiants d'apprendre plus vite et plus facilement, et ce qui permettrait de, comme mon mentor Guy Valencien le disait, d'enlever quelques années d'études de médecine. 10 ans, c'est beaucoup trop. Avoir une spécialité, c'est beaucoup trop. Et ce qui permettrait de régler en partie la pénurie de médecins. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment été à la hauteur, comme je le vois dans les pays anglo-saxons. Donc l'idée, c'était d'utiliser enfin toutes ces techniques pour former les étudiants, bien sûr les autres professionnels de santé, et faire en sorte qu'il y ait une sorte d'entrée principale
Comme je disais tout à l'heure, la formation est éclatée. C'est comme les impôts, trop d'impôts tue l'impôt, trop de formation tue la formation. Et c'est vrai que le médecin n'a vraiment pas beaucoup de temps. Je dis toujours, je suis bien placé pour le savoir, qu'il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Il faut donc le prendre par la main et puis lui montrer qu'il y a un entonnoir, un endroit où peut-être toute la formation sera agrégée et le médecin aura donc une entrée facilitée pour se former. Le Netflix de la formation, si je comprends. Peut-être une marketplace, un Netflix de la formation. Et donc ça, tu vas le mettre à disposition de l'Université de Paris-Cité dans le cadre de ce programme d'investissement d'avenir soutenu par l'État. Le fameux PIA 4. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Voilà. Et puis dans la vie, il y a le fond et la forme. Donc l'idée aussi, c'est de rendre ces formations un peu plus faciles à digérer, un peu plus accessibles, un peu plus sympa. Ouais. Je vous sens réagir là tout de suite là, quand on a entendu plus sympa, facile. Non, alors je réagis, oui, parce que là on fait rêver un peu avec tout ça, mais ça peut être très déceptif sur le terrain. Moi, je suis un praticien qui est exercé à la fois à l'hôpital public, en libéral, dans des institutions privées et à nouveau dans le public. On est confronté dans le monde dans lequel on est à un tas d'outils numériques extrêmement efficaces. On va former demain les étudiants en santé à des outils, à comprendre le monde numérique et digital. Donc ils s'attendent, quand ils vont arriver sur leur lieu de travail, à avoir des outils numériques extraordinaires qui communiquent entre eux, qui leur facilitent le travail. En gros, ce qu'ils attendent, c'est que tous ces outils-là leur facilitent la vie. Pourquoi Doctolib a un réel succès? Parce que ça facilite. Il n'y a plus la secrétaire, c'est facile. Les prises de rendez-vous, elles sont faites automatiquement. Bientôt, celui qui ne vient pas, il vous paiera une petite taxe. Donc, quand l'informatique dégage du temps pour le médecin, ça a un énorme impact. Et je vois, vous avez des hôpitaux, je regrette, où on va informatiser une consultation. Moi, je suis anesthésiste réanimateur. On va la rendre informatisée avec un logiciel qui n'est pas du tout adapté, et vous allez perdre du temps, c'est-à-dire que ça va vous prendre 3 fois plus de temps. Alors dans ce cas-là, le numérique, mais oubliez, c'est complètement déceptif. C'est pour ça que se développent des logiciels métiers, c'est-à-dire des logiciels qui s'adaptent à la pratique du cardiologue, de l'anesthésiste réanimateur, mais on en vient au sujet du financement. Évidemment, c'est un coût. C'est-à-dire que les hôpitaux doivent acheter ces logiciels métiers qui viennent se pluguer sur les systèmes d'information des hôpitaux. Sauf que pour les avoir pratiqués dans d'autres structures plus petites, qui ont parfois plus d'argent, je peux vous dire que là, par contre, je faisais mes consultations 3 fois plus vite. Et là, vous adorez le numérique. Je vous donne un exemple concret. Nous, on est souvent confrontés aux patients qui viennent vous dire « Ah, j'ai de l'hypertension, je prends une pilule pour l'hypertension. » Alors, quelle pilule? Ah, je ne sais pas. Elle est verte. Ah, mince. Typiquement, ce type de logiciel, vous tapez pilule de l'hypertension, verte, il vous donne les 3 médicaments, et donc vous les citez, et le patient... Voilà, je vous donne des tas d'exemples. Il y en a des tas comme ça. Mais ça vous facilite la vie à un point considérable. Si vous avez oublié de prescrire quelque chose en fin de consultation, hop, il y a une alerte qui vient vous dire « Ah, mais vous avez oublié d'arrêter les anticoagulants, il va être opéré. » Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que les logiciels métiers sont utiles, mais encore faut-il qu'ils équipent les établissements. Et on en vient au sujet des moyens. Alors, donc, si je comprends bien, ça veut dire que je vais former des étudiants en les faisant rêver avec tout ce qu'on vient d'entendre. Ils vont arriver à l'hôpital, à la clinique, et puis là, pour le coup, poum, ils vont se retrouver avec quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au rêve. Je te vois réagir, Guillaume. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un sujet d'attractivité et de fidélisation des ressources quand même dans ces hôpitaux, ces cliniques. Ce n'est pas qu'un sujet de tech. C'est-à-dire que le fait d'imaginer renouveler ces technologies pour aller vers cette simplicité d'usage, c'est peut-être aussi un moyen d'attirer, voire de fidéliser au-delà du sujet de l'organisation. Mais je crois que Guillaume, je prêche un convaincu, non? Oui, moi je pense qu'il y a la perspective de nouveaux métiers dans notre secteur. Il y a des métiers qui vont disparaître. Je prends un exemple au hasard, archiviste de dossiers papier. Quand il n'y a plus de dossiers papier, c'est un métier qui va disparaître. Bon, c'est un exemple le plus caricatural. En fait, je pense qu'il y a de la place pour des métiers à l'interface entre les soignants et la machine. Et on a à cœur un défi, à mon avis, qui est de professionnaliser et standardiser cette interface. Il faut voir que tout ce qui est IA peut être vu comme, et globalement une grande partie du numérique, comme des dispositifs.
et dont la multiplicité, la pléiotropie sont pas à démontrer, c'est ingérable. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien, il y a l'expérience qu'on a entendue, c'est que la plupart des soignants ne sont pas neutres par rapport au numérique, ils sont même plutôt négatifs parce qu'ils ont des outils pas ergonomiques. Et le problème, c'est l'interface. C'est l'interface qui n'est pas bien faite. On n'écoute pas le soignant, le soignant n'a pas bien compris comment ça marche. Et je pense que pour tous les outils numériques complexes, notamment pour l'IA, il y a un vrai besoin de nouveaux métiers qui sont des opérateurs d'interface entre le soignant et le numérique. Et donc l'avantage, il y a plusieurs avantages. Côté soignant d'abord, c'est finalement d'apprendre par imbibition, d'apprendre sur le besoin, d'apprendre en fonction des besoins qui s'expriment. Parce que je crois que les incentives pour l'enseignement, c'est fondamental. On ne fait pas un enseignement quand on est pro comme ça, on fait parce qu'on en a besoin, ou alors quand on est en formation initiale pour avoir son diplôme. Et l'autre aspect, c'est que si on veut que les soignants soient formés pour faire directement l'interfaçage avec le numérique, il faut leur prendre beaucoup de bandes passantes. Ça se fait aux dépens d'autre chose. Et ça se fait aux dépens de quoi? De la connaissance du soin. Et l'enjeu pour les soignants, c'est de perdre de la compétence, c'est-à-dire de plus savoir faire la médecine, plus pouvoir dominer les machines, et perdre la vision holistique qui fait que si vous allez voir votre médecin parce que vous avez mal au nez, vous êtes convaincu dans votre tête que s'il y a un cancer très grave, il va vous le dire. Si le médecin n'a pas vu de malade et qu'il ne sait plus faire parce que c'est les machines qui font, bah ça c'est fini. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut de l'expérience. C'est pour ça que les vieux cliniciens sont meilleurs que les jeunes. Donc ça, c'est sacré, la clinique. Et donc, si on remplace le temps clinique par du temps de formation aux usages, c'est perdu. Alors que si un opérateur dédié, on aura la personne vers qui interfacer. Voilà. Et pour l'industrie, je pense que c'est une façon de pénétrer le monde de la santé, parce que ce qui est assez frappant dans des endroits comme ici ou d'autres salons, c'est de voir le décalage entre ce qui est proposé, le rêve, et la vraie vie. Quand on est arrivé avec l'ordinateur d'hôpital de jour, il met 20 minutes pour s'allumer. Donc c'est génial le device intelligent, mais 20 minutes pour s'allumer. Donc s'il y avait un opérateur pour voir ça, il verrait que le premier problème, c'est de régler les 20 minutes. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire des nouveaux métiers. On va former les nouveaux professionnels de santé, on va former en formation continue ceux qui sont en exercice, mais on commence à s'intéresser à des nouveaux métiers qui peuvent servir d'interface, d'opérateurs en appui. Alors l'avantage en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de 10 ans pour les former, j'imagine, Guillaume. Ça peut être beaucoup plus rapide. Oui, puis je pense que un autre aspect... moi, par exemple, je suis endocrinologue. Aujourd'hui, c'est assez fascinant la tech. Il y a les pompes insuline en boucle semi-fermée. Et donc, il y a un prestataire qui est envoyé par l'industriel. Et quand il y aura 10 marques, il y aura 10 prestataires. Il va se passer quoi dans le service? Il y aura des prestataires de partout. Je crois que chacun arrive avec son message. C'est pas possible. Je pense que, et pareil, là on s'occupe juste du device dont je viens de parler pour l'insuline. On n'a pas parlé de l'interface de l'outil pour saisir les comptes rendus médicaux qui automatise la consultation, etc. Donc on ne peut pas voir les services grouillés de personnes qui vont presque se marcher sur les pieds. Il faut structurer tout ça en termes de messages donnés aux soignants, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les messages. Il faut régler la compétition. Et en termes de financement sur ces nouveaux métiers, je pense que ça coûte beaucoup d'argent pour l'industrie d'envoyer des prestataires. On peut tout à fait envisager que ces fonds soient réaiguillés vers des personnes qui sont missionnées par l'institution, dont le profil est encadré, certifié, et qui seraient là précisément pour faire le job de façon la plus harmonieuse possible par rapport à la multitude des directions que prend le digital et l'IA. Alors je vois là, du coup, Bernard, que tu jubiles depuis tout à l'heure, avec ces propos qui ont atteint tes 12 oreilles, ces doux propos. Parce que pour toi, en fait, tu me l'as dit, hein, un professionnel de santé, c'est quelqu'un qui est dans l'action, en fait. Tu es médecin, en fait, il faut pouvoir enchaîner de l'action en permanence. Donc ça veut dire que si on veut rentrer dans le cerveau du professionnel de santé, il ne faut pas lui demander de changer ses habitudes. Il faut que la formation rentre dans ce fonctionnement. Des prises de décision, des actions rapides dans l'action. Mais concrètement, traduit dans la formation, de par ton expérience, ça veut dire quoi? Alors, moi, je vois souvent le verre à moitié plein. Donc, c'est ma nature. En tout cas, pour cette vie-là, c'est comme ça. Et moi, sur la médecine, j'ai un autre regard et un autre avis.
Je pense que, alors nous, on vient du XXe siècle où on était formé par compagnonnage, c'est-à-dire qu'on avait 18 ans et on se prenait 40 ans d'expérience de tous les vieux qui nous expliquaient que depuis des siècles, c'était comme ça et que surtout la technologie, ça venait en plus. Donc, on a été de la génération des ingénieurs de la médecine, c'est-à-dire qu'on a mis de la techno, des images, jusqu'aux robots, mais c'était une techno qui était toujours dans une pensée, je dirais, à l'ancienne. C'est quoi la pensée nouvelle? À propos de la formation des médecins, par exemple. Ben, les médecins, mais aussi infirmières, mais aussi kinés, etc. Je dis que c'est des métiers d'action. Pourquoi? Parce que vous avez un patient, on va dire, toutes les 10 minutes, et toutes les 10 minutes, vous changez les paramètres et vous devez faire diagnostic, traitement, suivi, c'est-à-dire que vous devez prendre des décisions pour répondre aux symptômes, à la question qui est posée par le patient, répondre par la thérapeutique le plus justement possible et vous soucier de qu'est-ce que ça va devenir tout ça, tout de suite, un peu plus tard, etc. Donc, dans cette dynamique-là, la formation, elle doit permettre aux médecins qui sont en train de se former aujourd'hui et qui continueront à se former demain, elle doit leur permettre, et je rejoins Fabien là-dessus, il faut arrêter avec des études qui durent 15 ans, ou 10 ans, ou 5 ans. Au Maroc, à Rabat, on construit bientôt une université internationale, on a supprimé une année d'études de médecine. Et ce n'est pas les États-Unis, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui fait que, je reviens sur un point, c'est que tout ce qui est du numérique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'objet, l'ordinateur, etc., c'est ancien. Ça y est, on maîtrise. La vague de l'utilisation des datas, c'est autre chose. Et ce n'est pas parce que c'est haut ou que c'est fort, c'est juste que ça vient très vite. C'est-à-dire que pour adapter les pratiques, il va falloir être très réactif. Et du coup, Fabien, je te vois réagir. Il va falloir adapter des contenus. Exactement. Donc je dis que pour que le professionnel de santé se forme, il faut qu'il ait envie et il faut quelque chose d'attractif. Et je me rappelle, on avait fait une visioconférence dans une grande salle avec 200 cardiologues. On était en visioconférence avec l'hôpital du Mont-Sinaï, qui était hyper intéressant. Et les médecins qui ne pouvaient pas venir pouvaient regarder de leurs ordinateurs partout en France. Sauf qu'on s'est aperçu qu'au bout de 20 minutes, la moitié des médecins étaient partis. Donc pour dire que une formation, elle doit être facile à faire, le médecin n'a pas le temps, il faut des formations courtes. Et ce que beaucoup maintenant, vers lequel on s'oriente, c'est que ces formations, elles doivent être faites par des professionnels de la narration. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'on a discuté, on a travaillé avec des chercheurs en neurosciences, on s'est aperçu que l'emballage sonore autour d'une formation pouvait stimuler donc la concentration et permettre aux professionnels de santé de mieux comprendre cette formation. Donc c'est vrai que le fond c'est bien, la forme est presque plus importante que le fond. Ouais, je vois tous réagir dans ce sens-là. Et ça veut dire aussi, là on voit le raz-de-marée qui arrive, qu'il faut commencer à se former tout de suite. Parce que moi je vois beaucoup de professionnels qui commencent déjà à utiliser l'IA, mais sans savoir comment ça va marcher, les limites, tout ça. Ça veut dire que vous avez déjà réagi aujourd'hui par rapport à des phénomènes comme celui-ci? Oui, moi on est dans l'agilité. Oui, donc, quand je vais rebondir sur ce qui a été dit dernièrement, là, et notamment pour dire que la région, qui sont les financeurs, investissent de façon massive pour, par exemple, équiper les instituts de formation de systèmes de simulation. On voit aujourd'hui, pourquoi on dit, et on est unanime à le dire, qu'on peut accélérer et avoir des études qui soient plus courtes, parce que via les outils de simulation aujourd'hui, vous pouvez être confronté à des cas, quasiment 10 cas, 15 cas rares dans la même journée, qu'il aurait fallu 2 ou 3 ans pour les rencontrer en clinique réelle, pour rencontrer ces patients-là. Or, le virtuel, la simulation, vous les fait appréhender beaucoup plus vite. Premier point. Et puis, deuxième point, l'intelligence artificielle est une aide au diagnostic. Il y a des études qui commencent à sortir. Un ordinateur fait mieux dans le diagnostic en fonction des données qu'il a que le médecin lui-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de médecins, au contraire. Mais ça veut dire que, clairement,
à la fois la simulation d'un côté qui lui fait appréhender tous les cas rares rapidement, l'intelligence artificielle qui vient l'aider à faire son diagnostic, ça fait qu'il peut se consacrer à beaucoup d'autres choses et il y a beaucoup de choses techniques à appréhender aujourd'hui. Il y a évidemment la relation humaine dont on sait qu'elle est aussi importante dans le soin. Donc tout ça participe quand même d'une évolution de la conception qu'on doit avoir de nos métiers. Évidemment, nous, acteurs régionaux, on y participe en finançant tous les outils qui permettent d'accélérer ces formations. En tout cas, on arrive au terme de cette table ronde. Merci pour ce panorama. On a bien touché du doigt beaucoup de sujets. Moi, je note quand même que ce métier va changer, probablement la manière d'appréhender sa formation, voire la durée. Et là, je pense que ce n'est pas un sujet que j'entendrai beaucoup parler dans les sessions, les années précédentes autour de ce type de débat. Et là, je sens qu'il y a quand même un sujet qui monte là, tout doucement, des pistes intéressantes, parce qu'on sait, les médecins, les professionnels de santé, on ne va pas les former d'un coup de baguette magique en 2-3 ans. Donc, toutes les pistes qui vont permettre d'améliorer le temps médical et accélérer la formation sont une combinatoire qui est très importante pour préserver notre système de santé. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort pour cet échange. Merci à vous. Et merci Fabien. Juste, il faut retenir, Bertrand est fan de l'Olympique de Marseille, donc il a perdu toute crédibilité. Hein. Et toi de Paris ?